C'est ça, Noir et Fier. C'est l'histoire de jeunes noirs qui ont décidé de se prendre en main et qui ont décidé d'aller plus loin et essayer de se réinventer quotidiennement. Tout est une question de transmission en fait dans la vie et dans notre communauté encore plus. Et culturellement, moi je suis d'origine congolaise, je suis un bantou, c'est beaucoup la transmission. Et je pense que c'est pareil pour tous les pays, on va dire, africains et au-delà, Antilles, au-delà. Mes premières expériences entrepreneuriales, c'était par la création d'une marque de vêtements. À l'époque où j'avais un reportage, je ne sais pas si c'est ça qui m'a inspiré, mais c'était vraiment à la même époque. J'avais un reportage sur Capital où il y avait Mohamed Dia qui présentait un peu son parcours. Et c'était vraiment pour la première fois un symbole de réussite qui était accessible en fait. Parce que c'est encore une fois, c'est une question de transmission. Lorsqu'on voit en face de soi une personne noire qui vient du même endroit, moi j'ai grandi à Goussainville, donc lui il était de Sarcelles, donc on se sent forcément, sans le vouloir, on se sent forcément lié. Et il y a le côté, on se dit, c'est possible. Je me rappelle 97-98, donc j'avais fait ma première marque de t-shirt, qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ou qui n'avait rien à voir avec le t-shirt Noir et Fier. Cette première expérience était très difficile. Je ne me suis pas dit au moment là c'était difficile, mais quand je me remets un peu dans le contexte, il faut resituer à chaque fois les choses. À l'époque, lorsqu'on voulait chercher une personne, ça s'appelle un sérigraphe, donc c'est la sérigraphie. Pour faire des t-shirts, on avait les pages jaunes, les pages blanches, en tout cas on avait les pages jaunes, il n'y avait pas internet. En tout cas il y avait très peu internet. En tout cas même si on tapait sur Google sérigraphie, on n'allait pas trouver à l'époque. Parce que la plupart des gens en 97, 98, ils n'étaient pas sur Google, ni sur Yahoo, ni sur Lycos, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que déjà, il fallait chercher un prestataire qui allait pouvoir justement solutionner ma problématique. Je voulais faire des t-shirts. Donc ça, déjà, c'était le parcours du combattant. En 98, j'avais 17 ans. Donc imaginez, j'ai 17 ans et je cherche un sérigraphe. Déjà, il faut nommer le terme sérigraphe. Où est-ce qu'on sait que mettre de la peinture sur un t-shirt, ça s'appelle de la sérigraphie? Donc imaginez déjà, et je ne vais pas vous demander à mon père ou ma mère, et rien quoi. Je ne vais pas les imiter, mais voilà quoi. Et donc c'était ça en fait l'enjeu, pour comprendre. Et ça, c'était pour tout. Protéger sa marque, c'est-à-dire que c'est par hasard que j'ai appris qu'il fallait protéger sa marque. Quand je cherchais un sérigraphe, c'est-à-dire que j'avais déjà mon logo, j'avais déjà mon nom, et je me baladais parce que je me rappelle avec mon pote, on avait pris le bottin et on avait écrit, on avait compris, on avait détecté la spécialité, donc par rapport à la spécialité, on cherchait toutes les personnes qui faisaient de la sérigraphie sur Paris, en région parisienne. J'ai pris mon RERD à Gousse, et j'ai commencé, je suis venu à Montreuil, je suis venu à Maison-Alfort, je suis parti à Paris, Gambetta, et c'est à Gambetta que j'ai trouvé les sérigraphes. Voilà. Et parfois on arrivait et on marchait, il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas Google Maps, on marchait, on sortait du métro, donc je me rappelle très bien ce que je faisais à chaque fois. Avant de sortir du métro, vous vous souvenez, il y avait des cartes, et je regardais la carte et j'essayais de cibler. S'il n'y avait pas la carte, je me rapprochais d'une mairie, parce que près d'une mairie, si vous avez remarqué, je ne sais pas s'il y a encore, il y avait toujours un plan de la ville. Donc je regardais le plan de la ville, H7, tac, et voilà, j'étais là, vous êtes ici, ok. Et j'essayais de me balader dans les rues sans me tromper. Il y avait un sérigraphe qui était pas loin là-bas vers Robespierre. Donc voilà, et c'est ça qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on partait de chez soi à midi, le train, on avait au moins 1 heure de transport, et après on avait 1 heure dans la rue pour trouver l'adresse. Mais parfois, ces gens-là, ils n'avaient pas pignon sur rue. C'était des sociétés, il n'y avait pas forcément d'adresse. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas forcément d'interphone. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. Donc voilà, je vous ai un peu resitué un peu la chose. Et arrivé quand je trouve un sérigraphe, il y a quelqu'un qui est gentil à ce moment-là et qui me dit, et bienvenue, qui me dit, mais est-ce que tu as protégé ta marque? C'est quoi ça? Il me dit, il faut que tu ailles à l'INPI. Je dis, encore une fois, c'est quoi? Après, il m'a montré un truc, une adresse, et il m'a dit, va là-bas. Et pour protéger ta marque, maintenant, on peut le faire sur Internet, ça prend 10 minutes. Eh ben non, il fallait aller à l'INPI. Et à l'époque, l'INPI, leur siège était à Gare Saint-Lazare. Donc il fallait partir à l'INPI.
Et j'ai découvert là-bas, on n'était pas en euros encore, j'ai découvert là-bas que c'était plus de 1200 francs pour protéger sa marque. J'étais au lycée, et voilà, je travaillais pas, donc imaginez déjà. Et j'arrive là-bas et on m'explique pour protéger la marque, on ne protège pas une marque comme ça, il faut faire une recherche d'antériorité. Qu'est-ce qu'une recherche d'antériorité? C'est de savoir que tu fais le malin, tu as trouvé un nom, mais peut-être que le nom que tu as trouvé, il est déjà pris. Aujourd'hui, vous allez sur Ici Marque, tapez Ici Marque, si vous avez une idée de marque, et ben, vous pouvez taper le nom et tout de suite ça va sortir, ou pas. Si la marque est prise ou pas. Et ben, à l'époque, il n'y avait pas Ici Marque. Il y avait l'INPI avec des potins comme ça, mais je veux dire par centaines, catégorisés. Donc toutes les marques de France sont enregistrées là-bas, françaises ou internationales. Et il fallait faire une recherche. Donc il y a des gens, vous pouvez les payer, je sais pas, pardon, 3 000 ou 4 000 ou 5 000 ou 6 000 ou 7 000 ou 10 000 francs. À l'INPI, il y avait un service qu'on payait et ils faisaient eux-mêmes la recherche d'antériorité. Moi, je n'avais pas cet argent-là, donc il fallait procéder par déduction. Parce qu'une marque en France, elle est sur la phonétique. Ça veut dire que, ma marque, elle s'appelait à l'époque Evans. Donc j'avais écrit 2 E V-E-N-S. Et bien la phonétique, en France, c'est-à-dire que si la marque protégée, il y a marqué I-V-E-N-S, c'est mort, vous ne pouvez pas la protéger. C'est ça la phonétique en France. C'est les marques verbales qu'on appelle. Voilà. C'est comment sonne la marque quand on la lit en fait. Donc si vous écrivez Canal Plus et vous écrivez Canal Plus avec un K, vous ne pouvez pas protéger la marque. Même avec 2 N, avec 2 N, vous ne pouvez pas protéger la marque. Voilà, donc il fallait faire aussi cette recherche d'antériorité, donc j'ai procédé par élimination. Ça veut dire que j'ai cherché à écrire Evans phonétiquement en fonction de la prononciation. Donc j'ai mis des I, j'ai mis des Y, j'ai mis des A avec N, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai mis des 2 S, etc. Voilà. Pourquoi je fais cette introduction-là? C'est juste pour vous placer les choses, comme quoi, à chaque époque, on a nos difficultés. Mais à chaque époque aussi, on a nos facilités. Et aujourd'hui, comme le disait toujours le frère, tout à l'heure le frère, on a la formidable opportunité d'avoir accès à des choses qu'on n'avait pas à l'époque, qui nous permettent d'aller plus loin et beaucoup plus vite. Noir et Fier, j'ai commencé dans ma chambre, à Goussainville, un jour de 10 août 2004. L'idée, pour comprendre vraiment mon parcours, c'était vraiment quelque chose que j'avais en moi. Et j'ai essayé de l'exprimer, et l'expression de ce que j'avais en moi par rapport à mon rapport de jeune homme noir, j'ai trouvé Noir et Fier. Donc on l'a mis sur un t-shirt. J'avais un peu d'expérience parce que ça fait 5 ans que je faisais des t-shirts, donc pour moi c'était très facile. Donc après j'ai fait mes t-shirts, j'ai fait une centaine, un peu plus d'une centaine de pièces. Et je me souviendrai toujours, je suis parti voir mon cousin qui habitait à Évry, à l'époque, au quartier des Honnêtes. Et moi je voulais aller vite. Donc effectivement, c'était pendant le mois d'août, donc pendant les vacances, il n'y avait pas trop de périodes. Moi j'étais à Goussainville, mais il n'y avait pas trop de potes à l'époque de disponibles. Donc dès que j'ai eu les t-shirts, je suis parti voir mon cousin parce que je sais que lui, avec lui ça peut être rapide. J'ai apporté toutes les pièces, j'en ai gardé un t-shirt sur moi. Ce jour-là, j'ai apporté toutes les pièces. Et après, 3-4 heures plus tard, il est venu me voir. Il m'a dit, gars, ton truc c'est un truc de ouf. J'ai tout vendu. Il faut que t'en refasses. À l'époque, on vendait les t-shirts Noir et Fier 10 €. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le but du t-shirt Noir et Fier, c'était vraiment pour connecter les gens. C'était vraiment ça, Noir et Fier. C'est-à-dire que moi, souvent, comme je dis, le premier réseau social, pour nous, c'était le t-shirt Noir et Fier. Parce que là, aujourd'hui, j'ai encore une fois, et j'en parlerai toujours un peu, je parlerai toujours de la même manière, j'ai la formidable opportunité d'échanger avec vous et qu'on puisse s'écouter, se regarder dans les yeux. Mais il faut recontextualiser encore une fois les choses. C'était en 2004, et nous, entre Renois, on n'aimait pas trop se parler. C'est vrai, hein, c'est une réalité. Déjà encore aujourd'hui, c'est peut-être vérifiable. Mais il n'y avait pas ce côté où on va se regarder sincèrement et on va s'apprécier, on va prendre un peu de temps, etc. Et le t-shirt Noir et Fier a permis un peu ça. Je ne dis pas que c'est grâce au t-shirt Noir et Fier, mais en tout cas, oui, le t-shirt Noir et Fier provoquait quelque chose. Donc ça veut dire que parfois, on était avec le t-shirt, on marchait à Châtelet, il y avait d'autres Renois qui étaient là, qui nous regardaient, et dans leurs yeux, il y avait ce sentiment qu'on avait nous quand on portait le t-shirt. Ce sentiment de ah ouais, si, bien vu le t-shirt. Voilà. Et après, des fois, ils venaient nous voir, comment je fais pour avoir le t-shirt et tout ça. Et là, on a senti qu'on était au début de quelque chose. Parfois même, ça nous dépassait. Parfois, ça me dépassait. Parce qu'il y a des gens qui avaient une attente vis-à-vis du t-shirt et de ceux qui le portaient, ceux qui en étaient les investigateurs de ce projet-là, comme si on allait aller dans la rue. Les gens voulaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose.
Nous, on est restés simplement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a essayé de travailler ensemble, entre personnes noires et fières. Donc j'ai pris tout le monde qui était autour de moi, toutes les personnes qui avaient envie de bosser. Ça veut dire que, comme il disait tout à l'heure, bon ben voilà, c'est fait en famille, parce qu'autour de moi, bon, voilà, une grande famille, donc beaucoup souvent avec ses cousins, etc. Ses cousins, c'est ses meilleurs amis, c'est ses frères, etc. Donc voilà, donc j'ai embarqué tout le monde, tous ceux qui avaient envie de faire les choses, je les ai embarqués. Sans me poser vraiment de questions et sans chercher à dire, ouais, c'est moi qui ai créé le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas ça le but. Le but, c'est de dire, venez, on fait les trucs. Parce que sans ces personnes-là, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en parler et vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Bien sûr, dans chaque projet, il faut un leader. C'est important. Un projet sans leader, c'est qu'il n'y a pas de projet. Et je l'ai compris à mes dépens. Parce que j'étais tellement dans le mood, je voulais vraiment, pardon, qu'on soit tous ensemble, que je me suis même effacé par rapport au projet. Et j'avais peur de prendre ma place de leader. Et après, souvent, ça amenait beaucoup de conflits. Et beaucoup de conflits. On s'est pris la tête. On s'est disputé, on s'est jamais battu. Parce qu'on a quand même une limite à franchir. Mais on s'est vraiment pris la tête. Noir et Fier est né beaucoup de fois. Noir et Fier est né, est mort, est né. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu la mort et la renaissance de Noir et Fier. Sur 15 ans. Considéré sur 15 ans. On va dire ouais, sur une bonne dizaine d'années. Il y a eu la mort et la renaissance de Noir et Fier. À chaque fois. Parce que le problème, il venait de nous. Parce qu'on n'avait pas les compétences pour diriger une entreprise, on n'avait pas les compétences pour gérer ce succès fulgurant. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait la rue. Il y avait heureusement aussi nos amis, les rappeurs, qui nous ont permis, eux, de nous apporter une visibilité sans précédent. Et il y avait la rue. Il y avait les stands qu'on a mis en place à Clignancourt, au marché de Noisière, à Cergy, à Sarcelles, à Montpellier, à Bordeaux, vraiment, voilà. Et donc Noir et Fier, c'était devenu un truc de ouf. On vendait des t-shirts à plus savoir quoi en faire. On vendait vraiment beaucoup de t-shirts. Après la gestion financière, c'était catastrophique. Dès qu'on avait l'argent, le KFC, on faisait nos réunions là-bas et tout. Et on réinvestissait dans les produits, mais il n'y avait pas de... C'est comme s'il y avait une vision, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour justement atteindre les objectifs. Aujourd'hui, vous connaissez Nofi. Ben, laissez-moi vous dire que l'année où on a pensé Noir et Fier, on a pensé Nofi. Mais ce n'était pas exprimé comme un média. Et à l'époque, en plus, on disait Nofi. En fait, quand on parlait de Noir et Fier, notre code, c'était Nofi. Pour Noir et Fier, on disait Nofi. Mais je voyais vraiment à l'époque Nofi comme un réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour connecter les gens. Mais j'arrivais pas dans mon esprit à l'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est le plus frustrant, c'est de pouvoir exprimer, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut avoir dans le truc. Parce que parfois, soit on n'a pas le bagage nécessaire, ou soit on n'a pas les compétences autour de nous. Parce que on a arrêté l'école. Bon, moi j'ai eu mon bac, mais après voilà, j'ai fait un DUG éco-gestion, mais voilà, je m'ennuyais. Donc je suis parti. Les gens qui étaient autour de moi, ben, c'était pareil. Donc on n'avait pas vraiment les compétences, on avait juste l'envie de faire. Et donc c'est très difficile et très frustrant en même temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on prend des bureaux, nos premiers bureaux, on les a pris à Corbeil-Essonnes, on n'arrêtait pas de s'embrouiller là-dessus, là-dedans. C'est comme si on fait le truc, toi et moi ensemble, et je te dis, on a reçu la marchandise, va chercher les cartons. Tu vas me dire, t'es pas mon patron. Et ça veut dire qu'on va se prendre la tête pendant 3 heures dans le bureau, à cause de ça. Parce que je t'ai dit, va chercher les cartons. Toi, t'es pas mon patron. Moi, on me disait, ouais, c'est comment... parce qu'à l'époque on m'appelait Zo, ouais c'est comment Zo pour les stocks, l'état des stocks, t'as fait l'état des stocks, etc. Je dis ouais je vais faire, ouais je vais faire. Et en fait, ça m'emmerdait qu'on me demandait à chaque fois. C'est putain, c'est moi qui ai créé le truc. M'emmerdait là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était... Il y avait tout ça en fait. Il y avait tout ça et entre ça il y avait aussi des personnes dans l'équipe qui disaient quand il fallait structurer pour créer la société, parce qu'au début on était en mode comme ça, après on a créé l'association, et après on a créé la société. Maintenant il fallait faire répartition des parts de la société. Comme la personne qui était plus à l'aise avec les chiffres et le papier, et qui a fait tous les rendez-vous avec le comptable, parce que moi je n'aimais pas la paperasse, il a fait tout le rendez-vous avec le comptable, il a fait le montage du dossier, etc., parce qu'on essayait de chercher aussi quelques financements, etc. et tout, et bien cette personne-là, il me sort quoi? On mange là comme ça, il me dit... Alors, bon, je vais vous faire un schéma. C'est comme si on avait tous 25%, ce qui est logique. On est 4 ou 5, donc on va dire, si on est 4, on a tous 25%, sur une capitalisation de 100 à 100%. Et lui, il dit non,
moi je veux 26 ou 30. Je dis pourquoi? Il me dit parce que je le mérite. Vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que lui, à ce moment-là, en lui, on avait quoi à l'époque? 20, là, une vingtaine d'années. Lui, pour lui, il le méritait. Ça veut dire que, mais ça va loin, et c'est pour ça que je vous ramène loin. Ça va très loin, allons plus loin. Ça veut dire que lui, dans sa tête, quand il était en train d'écrire les papiers, peut-être qu'il a fait ça à 22h ou à 23h, et bien dans sa tête, il s'est dit, eux, ils dorment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils dorment bien, et moi, je suis là en train de gratter. Ça veut dire que ça, là, je fais plus que toi. C'est-à-dire que le matin, quand tu vois ça me dit ou quoi? Tranquille, bien ou quoi? Ça dit quoi aujourd'hui? Bon, vas-y, on va faire ça, tac, tac. Lui, il était là, en lui, dans sa tête, il avait un truc où il était, pour lui, supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut tuer. Et c'est pareil pour le gars qui a dit, mais toi, t'es pas mon patron. Et c'est pareil pour le gars qui a dit à l'autre, frérot, t'en fais pas assez dans la boîte. Et le gars, il lui a répondu, mais toi, t'es le diable. T'es un sorcier. Il a sorti ça. Toi, t'es un sorcier. Je veux pas dire les noms. Parce que c'est facile de nous voir ensemble. Et après, vous pouvez faire les raccourcis. Je vous dis le nom. Après, vous allez voir un tel et tout. Voilà. Mais en tout cas, c'était ça. Et ça, c'était notre quotidien. Et c'est ça qui a tué Noir-et-Fier une première fois. Enfin, je veux dire, ce qui a fait que Noir-et-Fier n'a pas été la promesse, ce que la marque Noir-et-Fier aurait pu être, c'est à cause de ça. Croyez-moi, dans la vie, on n'a pas le temps de trop se poser des questions. Quand j'ai fait Noir-et-Fier, si j'avais trop réfléchi, je l'aurais pas fait. J'ai pensé l'idée, je l'ai mis sur papier, il m'a fallu 48 heures pour la mettre sur t-shirt. Mais si je m'étais commencé à dire, déjà poser la question à trop de personnes, là, ne faites jamais ça. Ayez confiance en vous, vous avez un projet, allez-y, foncez. Parce que c'est votre idée, et une idée, il faut la réaliser. Et même si vous tombez, vous trébuchez, c'est pas grave. Au moins vous aurez essayé. Mais si vous commencez avec une idée, tu vas voir un tel, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais moi, machin. Et toi, tu vas dire, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, là-dedans, il y a peut-être quelqu'un qui, lui, va te dire, oui, mais, parce qu'il aime seulement dire oui, mais. Alors que lui-même, il n'a rien fait. Il y a un autre qui va se prendre pour un directeur marketing, l'autre qui va se prendre pour un directeur commercial. Et après, il y a trop d'avis. Mais c'est humain, hein, en soi. Hein. C'est même pas pour rejeter la pierre, c'est humain. Et vous allez avoir tellement d'avis que vous-même, vous allez vous embrouiller. Et si vous n'êtes pas sûr déjà pour vous, dans votre cœur, là, ça va être compliqué. Et vous n'allez pas avancer. Et vous allez croire que vous avancez, mais finalement, vous n'allez pas avancer, et non, vous n'allez rien faire. Et donc, Noir-et-Fier, c'est ça. C'est le symbole de personnes qui sont prises en main. Donc, certes, on n'a pas forcément bien fait, en tout cas la première partie de l'histoire, mais on a fait. Après, il y a eu les réseaux sociaux qui ont débarqué. Nous, très tôt, on était sur Noir-et-Fier, on était sur Skyblog. On avait un Skyblog, toutes les personnes qui portaient le t-shirt, ils nous envoyaient des photos, et on le mettait sur le blog. On avait un MSN, on avait un Skyblog et tout, voilà, c'était bien et tout, voilà. Après, il y a eu MySpace. Après, il y a eu i5, pas pour les mêmes raisons. Et après, il y a eu, Facebook. Moi, je vous dis clairement au début, hein, Facebook, c'était pas mon idée. Je pourrais faire genre, ouais, moi j'ai une vision, j'ai vu, Facebook c'est moi et tout. Non, Facebook c'était pas mon idée. Facebook c'était l'idée d'un proche à l'un des fondateurs de Noir-et-Fier. Voilà. Il a créé la page Noir-et-Fier en 2008, parce qu'il n'y avait pas les pages, en 2007 il n'y avait pas encore les pages fans. Et en 2008 les pages fans, je crois, ils sont apparus. Et dès le début il a créé la page Noir-et-Fier. Moi je voulais pas en entendre parler, pour vous dire. J'étais réfractaire. Moi j'étais dans mon t-shirt, non le t-shirt, logo blanc, t-shirt noir, Noir-et-Fier, qu'est-ce qu'il y a? Les réseaux sociaux, j'étais pas là-dedans, j'ai pas de Facebook, j'avais rien du tout. Et 2008, pendant un an, ils avaient monté une petite équipe, j'étais même au courant, hein, parce que je ne regardais même pas. Ils ont monté une petite équipe, et il y avait une dizaine d'administrateurs qui administraient la page Noir-et-Fier, et vraiment la page Noir-et-Fier. À l'époque, Facebook, c'est pas le Facebook, nos pages fans là, c'est pas les mêmes qu'avant. C'est pas les mêmes qu'actuellement. Avant, vous êtes sur la page Noir-et-Fier, Noir-et-Fier poste un truc, boum, vous venez, vous postez un truc, c'est aussi visible ce que vous avez posté que ce que Noir-et-Fier a posté. C'était ça avant, les pages fans. C'était comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous étiez sur Noir-et-Fier, et quand vous postiez un truc, eh ben c'était visible. Mais, donc généralement, les gens ils postaient des trucs qui avaient un rapport avec la question noire. Donc il y avait une dizaine d'administrateurs,
Mais au bout d'un an, la page, plus personne postait. C'est-à-dire qu'eux, ils s'étaient constitué une équipe, mais au bout d'1 an, ils avaient tous abandonné. Donc la page, un jour, je me suis mis dessus et j'ai regardé, le dernier post, il datait au moins de 3 ou 4 mois. Et sur la page, il y avait quoi, 3 ou 4 000 personnes. Et je me souviendrai toujours, ce jour-là, j'ai regardé et je me suis pris au jeu. J'ai fait mon premier post. Et c'était en 2009. J'ai fait mon premier post, mais vraiment personnellement. Et de 2009 à 2011, c'est moi qui me suis occupé de la page Noirefia. Quasiment tout seul. C'est-à-dire que tous les jours, j'essaie de poster des trucs. Moi, comme j'aime pas écrire, je me dis clairement, j'aime pas écrire. Je prenais des trucs, j'étais vraiment dans la facilité. Je prenais des photos, je mettais des petites phrases. En plus, je faisais des fautes d'orthographe, donc j'essayais de faire attention, etc. Et tout, voilà. Mais je voyais que ça prenait. Et quand je voyais un jour, en une semaine, on a fait un bond de plus de 50 000 personnes, c'était très impressionnant. Parce qu'à l'époque, Facebook, quand on se connectait, on voyait le nombre de followers qu'on avait parce qu'il y avait un truc, il y avait un compteur qui apparaissait depuis la dernière connexion. Ça veut dire que la première connexion était à 75 000 personnes qui nous suivaient et la dernière connexion, il y avait marqué plus 55 000. Ça veut dire qu'il m'est arrivé des fois, en 2 jours, de ne pas me connecter et 2 jours après, il y avait plus 25 000. Ça faisait des bonds comme ça. Donc on est arrivé 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et on est arrivé à 300, 400 000 personnes. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut en faire quelque chose, il faut aller plus loin. Parce que très vite, je me suis dit, j'ai vu les limites un peu du truc, et je me suis dit, franchement, on va être limité en fait. Et sur la page Facebook, pour ceux qui s'en souviennent, il n'était pas vraiment du question du t-shirt. C'est-à-dire que le t-shirt, c'est devenu un truc collector. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend toujours des t-shirts Noirefia. Mais c'est dépassé l'époque où Noirefia, c'était un truc de ouf. C'était vraiment, là, c'était vraiment la question noire. C'est-à-dire qu'on postait même plus de t-shirt Noirefia. Même parfois, il nous arrivait de poster un t-shirt et les gens nous embrouillaient au début parce qu'ils disaient « Ouais, mais c'est quoi ce t-shirt? Nanana et tout, vous faites de l'argent sur la communauté. » Donc les gens n'avaient même pas l'historique de la marque et le pourquoi le Facebook existe. Ça venait du t-shirt et pas le contraire. Peu importe. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pouvez lancer un business pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça marche. Mais après, il y a un concurrent qui arrive où il y a de nouveaux usages et ça marche plus. Vous faites quoi? Si tous les jours vous avez un pressing et l'idée c'est de repasser à la main et maintenant il y a un gars, il lance un truc automatique, il jette les habits dans un truc, ça ressort 1 heure après, tout plié, tout emballé, tout. Vous êtes mort. Donc il faut anticiper ça. Il faut se réinventer. Et on s'est dit, je me suis dit à ce moment-là, bon, il faut toucher les gens, le t-shirt, c'est dépassé de mode. Les gens sont sur les réseaux ça en prend une ampleur de ouf. La page Facebook, elle prend des bons en avant et tout. Voilà. On s'est dit, on va créer un média. Au début, je vais appeler le média Noirefia. Et là, il fallait être stratégique. Comment un média peut vivre avec la pub? C'est-à-dire que si demain le média avait la visibilité, il y avait 2 choses. Soit avoir des annonceurs directement dans la communauté, mais je vous resitue encore une fois, en 2013, c'était compliqué de se projeter parce qu'il y avait très peu de personnes qui étaient actives, en tout cas sur les réseaux identifiables. Donc pour moi, c'était inexistant. Ou soit faire vivre le média à travers la pub parce qu'il y a de l'audience. Et donc on a eu l'idée, finalement la dernière minute, on voulait appeler ça noirefia.com, on a appelé ça Nofi. Donc on a repris une ancienne idée, cette idée de connexion, avec cette idée de Nofi. Et on a dit Nofi. Et c'est comme ça que le média Nofi est né. Grâce au média Nofi, on a été plus loin. On a créé une boutique qui s'appelle Nofi Store. Le support Black Business, on aime promouvoir sur le site tous les jours. Eh ben, il fallait passer du rêve à la réalité. Il fallait passer du virtuel au concret. Et c'est aussi stratégique. Parce que si les médias ne rapportent pas assez, il faut trouver d'autres relais de croissance, ça s'appelle. C'est pour ça qu'on a créé Nofi Store. Chaque jour, je me pose des questions sur mon business. Chaque jour, j'essaie de réfléchir comment améliorer les choses. On a une structure qui, en termes de cash, trésorerie, le média Nofi, c'est difficile, mais en termes d'opportunités business, c'est extraordinaire.
Donc on a misé là-dessus. Opportunité business, Nofi Store. Opportunité business, AfroStream. AfroStream, il est venu nous voir, à l'époque, malheureusement ça a fermé, il est venu nous voir, il avait un petit millier de followers. En 6 mois, parce qu'on a donné la visibilité à son projet, il est passé à 40 000. Et après, il a intéressé les grands groupes pour qu'ils investissent dans le projet. Et après, l'histoire a fait que, bon, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Opportunité business. Opportunité business, le journal Négus. Négus, en 2016, on a été nommé comme le meilleur lancement de la presse en France. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de pub dans la rue. On a payé 0 campagne de pub. On a fait 3 posts sur Facebook. Et on en a vendu 21 000 exemplaires. Sur 40 000 tirés. En France, d'habitude, ça c'est les groupes Prisma, machin, Figaro, etc. qui arrivent à faire des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? La communauté était connectée. La communauté s'est levée. Et Négus, c'est une approche différente de l'actualité. Et on a réussi à monétiser un peu de notre travail. Parce que les équipes qui travaillent sur Négus, il y a une partie des équipes de Nofi aussi qui travaillent sur Négus. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas, on a du mal à monétiser sur Nofi. Donc du coup, on a créé aussi un journal. Avec une vision et une approche différente, bien sûr, parce que c'est pas les copier-coller. Si vous avez dans Négus, naturellement, encore heureux, vous ne le trouvez pas sur Nofi, sinon ce sera vraiment une escroquerie. Mais pour vous dire que simplement que, encore une fois, il fallait réfléchir à comment on peut aller plus loin. Et on a créé Négus. On a créé Nofi Store. Donc chaque business que vous lancez, respectez les codes. Si c'est un business, si c'est pas nouveau, si c'est pas voilà, si c'est pas un skate volant, ben, respectez les codes. Quand il n'y a pas de code, si vous avez remarqué, eh ben, c'est pendant que les gens font, que le business est lancé, que les gens essayent à chaque fois d'améliorer le service. Regardez Uber, comment ça a commencé. Le Uber du début n'est plus le Uber de maintenant. Ouais. Ils améliorent enfin, améliorent pas, mais bon, voilà. Le prix il change, les services, les usages changent. Il y a certaines choses qu'on pouvait faire au début, qu'on ne peut plus faire avant et tout, etc. Avant, on ne pouvait pas forcément peut-être annuler une course, ou demander un remboursement, mettre des pourboires, etc. Voilà. Mais ça, c'est un business qui était nouveau. Mais le business de la presse, c'est pas pareil. Il est existant. Donc l'idée, encore une fois, c'est de rentrer dans un business mais en respectant les codes. L'idée, c'est de bien en parler. L'idée, c'est de recruter des rédacteurs. L'idée, c'est de recruter des secrétaires de rédaction. C'est-à-dire, c'est des personnes qui corrigent des articles. L'idée, c'est d'arriver pour se dire, ok, on lance un média, mais qu'est-ce qu'il faut pour un média? Il faut un rédacteur, il faut des journalistes, il faut des pigistes, il faut tout ce que fait un média. Parce que si on arrive, on dit, bon, vas-y, moi j'ai un blog, moi je sais un peu écrire et tout, tac, 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 c'est pas ça. On ne peut pas arriver dans le game, dans certains games, dans tous les games dans lesquels on débarque, où il y a déjà des choses qui sont en place. Voilà, c'est comme si quelqu'un, il est là, il veut se lancer dans le cinéma et il s'invente une vie de réalisateur. C'est pas possible. Il y a des codes. Et les codes, il faut les respecter. Pendant 2 ans, c'était dur, parce qu'on n'a pas fait rentrer on n'a pas fait rentrer 1 euro dans la boîte. On en a dépensé beaucoup. 200 000 euros en 2 ans. Je sais parce que j'ai reçu des lettres d'huissier. Je sais parce que j'ai failli perdre ma maison, avec femme et enfants qui y a dedans aussi. Parce que voilà, j'étais tellement dans mon truc d'entrepreneur qu'un jour on m'a dit on n'est pas en sécurité avec toi. J'ai vidé le compte commun, voilà, que des trucs comme ça. J'avais d'autres activités à côté, donc du coup je me suis servi de l'argent d'autres activités pour développer le projet, en espérant, dans l'espoir que ouais, ça va marcher, donc après, marcher et tout, voilà. J'ai fait tout ce qu'il n'y avait pas à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était très très dangereux. Mais je suis indéterminé. Et si je dois avoir une qualité, aujourd'hui, c'est la détermination. Mais sinon, pour le reste, mauvais gestionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mauvais gestionnaire, manque d'apprentissage aussi, sur certaines choses. Voilà. Tous les défauts possibles et imaginables, tout ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, je l'ai fait. C'est comme si aujourd'hui, vous avez une boulangerie.
et vous voulez lancer un vidéoclub. Et vous n'avez pas d'argent. Et par contre, dans la boulangerie, ça rapporte de l'argent. Vous prenez l'argent qu'il y a dans la boulangerie et vous créez votre vidéoclub. Quand vous êtes content et tout, vous avez les deux trucs et tout. Mais le vidéoclub, il a un peu de mal. Ça tout saute. Il faut faire d'autres investissements. Et ben, je prends dans la boulangerie et je ramène au vidéoclub. Et le vidéoclub, il décolle toujours pas. Il faut payer le loyer, il faut payer les charges, il faut payer les films, il faut acheter ça. Maintenant, je me retourne dans la boulangerie, j'essaie de prendre, mais il n'y a rien. Et le problème, parce que j'ai vidé la caisse de la boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, manque de bol dans la boulangerie, le four il est en panne. Je me tourne vers le vidéoclub, pas d'argent naturellement, parce que c'est pas encore décollé. Je me tourne vers la boulangerie, toujours pas d'argent. Comment je fais? C'est comme ça que ça commence la banqueroute. Donc l'histoire de Noir et Fier, c'est aussi des chutes vertigineuses. Mais c'est aussi de se réinventer et se relever. De jamais rien lâcher. Il faut être curieux, soyez curieux. Quand je dis curieux, ne restez pas dans vos trucs. Si vous êtes cordonnier, restez pas que dans la chaussure. Allez faire même de la voile. Ou regardez les business, je sais pas moi, de téléphones portables. Vraiment des trucs qui sont aux antipodes. Parce que croyez-moi, ça va nourrir votre esprit, votre intellect. Et ça va vous permettre, après, quand vous êtes face à une difficulté, de rebondir. Donc soyez vraiment, pour moi, les meilleurs entrepreneurs, c'est les personnes qui sont pas une culture générale dense, mais qui sont les plus curieux de nature. Moi, je rentre ici, mes yeux, ils vont partout. Je regarde la cuisine, tac, 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 je me suis posé des questions sur la cuisine. Ah, ok, parce que moi, je t'ai déjà vu une première fois, c'était beaucoup plus grand. Maintenant, ça a été réduit. Ah, ok, donc la cuisine, c'est là et tout. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qui se passe là? Tac, 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 j'ai regardé les couverts, j'ai commencé à faire mes calculs, tac, 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 voilà. Je me suis dit, ouais, peut-être là, ce serait bien moi, si c'était moi, je modifierais comme ça, voilà. C'est juste pour moi, mais j'aime bien faire ce truc-là, en fait. Et après, je vous nourris aussi des choses. Moi, tous les matins, j'écoute BFM Business. Parce que croyez-moi, c'est pas dans l'idée d'écouter des grands groupes qui ont réussi, parce que c'est toujours la même histoire. Ils ont réussi, ils ont de l'argent, et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est des fois, il y a des codes dedans. Et si vous arrivez à maîtriser, à comprendre un peu ce qui se dit, vous allez pouvoir le réappliquer pour votre business.